Donc je prends la suite avec plaisir. Moi, je vais vous présenter quelques éléments de réflexion qu'on a déjà commencé à aborder jusque-là. Et puis, je vais aller aussi assez rapidement mais vous présenter quand même le travail d'enquête dont on a parlé au tout début, qui s'adressait du coup plutôt aux étudiants de deuxième cycle. Voilà. Donc, quelques éléments d'introduction. Je voulais vous proposer éventuellement de revenir sur des représentations qu'on a peut-être sur cette question de la fragilité psychique des étudiants en médecine. Alors, des choses qu'on entend parfois. Donc, les étudiants en médecine iraient moins bien, seraient plus fragiles qu'avant. On entend aussi parfois de dire on a fait les mêmes études, on a enduré finalement les mêmes difficultés, pour autant on n'en est pas mort. Et puis aussi, on peut entendre également finalement que ceux qui ne tiennent pas le coup maintenant, pendant les études, ils n'auraient peut-être pas leur place en médecine. Donc par rapport à tout ça, je voulais apporter quelques petits éléments de réponse qui sont simplement des hypothèses explicatives et qui ne sont pas du tout des éléments exhaustifs, mais voilà, peut-être pour alimenter notre réflexion. On l'a évoqué aussi un petit peu tout à l'heure avec Monsieur Dio, la question de la génération à laquelle on s'adresse, de laquelle on parle aujourd'hui. Voilà, les étudiants en médecine, les étudiants de deuxième cycle, les internes, dont on parle aujourd'hui, c'est des étudiants qui sont issus de la génération Y. La génération Y, c'est les personnes qui sont nées entre 80 et 2000. Et cette société, cette génération, elle est marquée par quelques éléments. Notamment, voilà, on vit aujourd'hui dans une société de performance. L'histoire un petit peu de l'enfant parfait, on met une pression très importante en termes de scolarité, de réussite universitaire, de réussite sociétale, familiale. Voilà, il y a vraiment cette question de la pression qui est portée par cette génération, qui est peut-être en lien avec ce dont on parle. C'est une génération aussi qui est hyper connectée. Aujourd'hui, on est tous sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on like des choses, on est tout le temps en train de commenter des statuts, ce qu'on expose sur ces réseaux. On attend des autres qu'ils le valident en quelque sorte, qu'ils reconnaissent un petit peu notre valeur au travers de ce qu'on y met. Et donc, ça favorise aussi cette question un peu de besoin de reconnaissance qu'on peut peut-être retrouver dans cette génération. C'est aussi une génération, on l'a évoqué aussi tout à l'heure avec Monsieur Dio, qui est différente de celle d'avant et qui accorde peut-être plus d'importance au temps libre, à la vie privée, au respect, à un certain équilibre. Voilà, donc effectivement, est-ce qu'on peut dire pour autant que la résilience au stress de cette génération, elle est moins importante ? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, voilà, c'est des éléments qu'il faut avoir en tête parce que c'est la société dans laquelle on évolue aujourd'hui. C'est des éléments qui définissent un petit peu cette génération. Le deuxième point, c'est aussi qu'aujourd'hui, on vit toujours dans une société dans laquelle on parle plus, on dit plus les choses, on dénonce plus les comportements. C'est une évolution, à mon sens en tout cas, qui est positive vers plus d'empathie avec la souffrance de l'autre, et quand on se destine à être un soignant, c'est quand même quelque chose qui est plutôt fondamental. Le dernier point, c'est que on sait aujourd'hui, les neurosciences nous ont montré que plus on consultait tôt, entre 15 et 30 ans, plus la fragilité psychique, elle pouvait finalement être rattrapée. Donc l'idée de se dire que si on est fragile à un moment, on est fragile pour toujours et que finalement on sera toujours en difficulté, c'est pas si vrai que ça. Voilà. Donc le contexte, je vais pas vous relire tout ce que j'avais noté par rapport au contexte parce qu'on l'a déjà évoqué avec Leslie tout à l'heure et puis on l'a déjà évoqué avec Aline également. En tout cas, un contexte international, national qui est très riche sur les difficultés de la communauté médicale. Donc ça, voilà, je reviens pas dessus. Des éléments de contexte aussi plus récents, on les a déjà évoqués. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même énormément de travaux qui ont été menés au niveau international, au niveau national, sur la santé des médecins, des étudiants en médecine, des internes. Voilà. Donc localement, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, il y a des choses qui ont été mises en place au niveau de la faculté de médecine, donc la commission d'accompagnement depuis 2014-2015, des activités de coaching aussi avant l'ECN, depuis la rentrée 2015. Au niveau du SSU, donc le service de santé de l'université, on a remarqué depuis un certain temps une augmentation de la proportion d'étudiants en médecine parmi nos consultations de psychologie, de psychiatrie. Donc c'est vraiment
une augmentation qui se poursuit et qui nous a interpellés sur le fait qu'effectivement, c'est des étudiants qu'on ne voyait pas du tout et que tout d'un coup, progressivement, on s'est mis à voir. Voilà, tout en sachant qu'évidemment, cette augmentation, elle reflète probablement pas la réalité, puisque on sait bien qu'il y a une grosse partie des étudiants en médecine en difficulté qui ne sollicitera pas d'aide. Donc ça, c'était un petit peu le constat de nos réflexions. Là-dessus est venu un groupe de travail au ministère l'été 2015 sur les risques psychosociaux de burn-out chez les internes et les CCA, auquel je participais avec le professeur Colomba, qui nous a rejoints. L'objectif de ce groupe de travail, c'était d'essayer d'investiguer un petit peu sur le dépistage, la prévention et la prise en charge de ces risques psychosociaux, dans l'objectif d'élaborer un guide. Et voilà, en parallèle un petit peu à ce groupe de travail et à ces objectifs qui étaient centrés sur les internes, on a réfléchi un petit peu à côté avec Philippe et on s'est dit que probablement ces internes qui étaient en burn-out, peut-être que c'était déjà des externes qui étaient en souffrance. Et que finalement, essayer d'investiguer sur le deuxième cycle, c'était peut-être intéressant. Voilà, donc c'est comme ça qu'est né notre projet d'enquête local. L'idée, c'était vraiment de faire un état des lieux de la qualité de vie des étudiants en médecine, en essayant de s'intéresser à un panel assez exhaustif, rechercher des facteurs qui seraient en lien avec les difficultés qui pouvaient être rencontrées. Donc on l'a déjà dit, Wissam nous l'a expliqué tout à l'heure, il y a les facteurs explicatifs, il y a des facteurs liés à l'individu et puis des facteurs liés à l'environnement. Donc notamment la spécificité de notre cursus médical, les relations interpersonnelles qui peuvent se jouer aussi dans le cursus médical, l'organisation du travail. Donc notre questionnement, c'était vraiment de savoir est-ce que ces facteurs environnementaux, on va les retrouver dans les causes des difficultés qui seraient exprimées par les étudiants en médecine. Évidemment, si c'était le cas, essayer de proposer des modifications, de compléter les choses qui existent déjà. Voilà. Donc ça, c'était vraiment notre objectif de départ, évidemment dans un but d'essayer d'enlever un peu ce tabou que finalement, on n'est pas tout seul quand on va pas bien, on n'est pas le seul. Donc déjà l'idée de communiquer sur cette question, ça permettait déjà quelque part de lutter un petit peu contre l'isolement. Voilà, et puis les axes d'amélioration, évidemment sur le long terme, essayer de voir s'il y avait possibilité d'avoir des modifications dans l'organisation pédagogique, universitaire, hospitalière, des modifications en termes de prise en charge également. Et puis voilà, au niveau communication, tout au long des cycles d'études à l'université également. Et puis c'était évidemment pas exhaustif, on pouvait trouver d'autres possibilités. Voilà, donc pour mener ce travail, on a fait en un premier temps un groupe de travail pluridisciplinaire dans lequel on a associé les étudiants, des représentants étudiants de deuxième cycle. Et puis on a élargi ensuite le projet à l'ensemble des professions de santé qui sont formées dans l'enceinte de la fac de médecine. Donc les étudiants en maïeutique, en orthophonie, en orthopsie. C'est comme ça qu'on a appelé notre enquête ECVES. Donc c'était l'enquête qualité de vie des étudiants en santé. Donc au final, on avait une population cible de 1596 étudiants. Donc l'enquête, elle a eu lieu en 2016, au mois de mars, globalement sur tout le mois de mars. On avait un questionnaire qui était proposé en deux parties. Une première partie qui était un questionnaire qu'on avait élaboré nous, qui abordait 7 différents domaines, les données sociodémographiques, des données pédagogiques et universitaires. Donc on avait travaillé avec des représentants de l'université, de la fac de médecine et les étudiants. Une partie sur la charge de travail universitaire personnelle, la place des loisirs, l'entourage, la santé et les ressources économiques. Et puis, on avait adjoint à ça des questionnaires validés, donc le HADS, qui est un score validé qui va évaluer donc les degrés d'anxiété, de dépression, le Freshman Stress Questionnaire, qui est un questionnaire qui est validé en population étudiante qui explore les facteurs de stress, et le Students Coping Scale, qui lui évalue les stratégies d'adaptation au stress, les stratégies de coping, qui est également validé en population étudiante, qu'au final on n'a pas pu vraiment adapter à notre population à nous, parce que c'est un questionnaire qui est validé en population première année d'études supérieures. Et voilà, ça n'a pas été possible de l'adapter à notre population. Donc on n'a pas spécialement du coup utilisé ce questionnaire-là dans les analyses. L'idée, c'était d'estimer un seuil d'anxiété-dépression significatif pour identifier des facteurs de risque, et puis d'identifier donc les facteurs du FSQ, qui était du coup le seul questionnaire qu'on a pu
qu'on a vraiment pu analyser, qui seraient vraiment significativement liées à l'augmentation des scores d'anxiété-dépression. Donc on a eu une participation globale de plus de 40%. On avait exclu les étudiants en PACES, je n'avais pas précisé, avec un pic de participation chez les DFSM2. C'est un pic qu'on retrouve un peu dans tous les résultats sur cette promo-là. Alors finalement, on ne voit pas très bien peut-être mes chiffres, mais bon, la première partie c'était une auto-évaluation au niveau de la santé psychique, donc évaluée comme... donc évidemment, je vous donne les résultats des étudiants en médecine exclusivement. J'ai exclu là les résultats des maïotiques, des orthophonistes et des orthoptistes, puisqu'on est centré sur la médecine ce soir. Donc une santé psychique évaluée comme mauvaise, voire très mauvaise, dans plus de 40% des répondants. Un manque de confiance en soi dans le ressenti dans le mois précédent, plus de 83%. Des problèmes de sommeil dans le mois précédent à 66%. Un sentiment de solitude, 59%, et des idées suicidaires depuis le mois de septembre, donc pour une enquête qui était faite en mars, 15,5%. Sachant que cette question des pensées suicidaires, on avait, au niveau de l'Université de Tours, proposé une enquête à l'ensemble des composantes de l'université, donc tous les étudiants, pas exclusivement les étudiants de médecine, l'année d'avant, avec un taux de participation qui était plutôt intéressant également. Et on était à 12%, ce qui était déjà plus qu'en population générale, mais voilà, qui est moins important que ce qu'on retrouvait là chez les externes. Avec donc, encore une fois, un pic plutôt en DFSM 2 et 3 sur ces idées suicidaires, la santé psychique aussi évaluée comme mauvaise. Au niveau des scores anxiété-dépression, donc je vais aller vite aussi parce que c'est des choses qui sont retrouvées un petit peu dans les enquêtes qu'on vous a présentées jusque-là. Mais voilà, des scores d'anxiété à plus de 45% et de dépression autour de 10%. Donc avec un niveau plus impacté en DFSAM2 à nouveau. Et puis, donc ce qu'on a essayé d'analyser, c'est quelles variables impactaient significativement ces scores. Donc finalement, ce qu'on a retrouvé qui était significativement impactant, c'était le manque d'échange et de soutien familial, les difficultés par rapport aux pathologies qu'on va rencontrer en stage, donc tout ce qui est voilà, lié à un stage un peu plus difficile qu'un autre, le rapport à la mort, tout ce qui va être tout ce à quoi on est confronté en stage et qui peut être difficile à gérer. Un stage vécu comme non formateur pour l'ECN, les difficultés d'accès au stage aussi également, la pression liée à l'ECN, le sentiment de solitude, l'impact du travail universitaire sur les temps de repas, le temps libre qui, même s'il existe, ne permet pas de décrocher, et puis également les inquiétudes par rapport à l'évolution du métier. Au niveau de notre questionnaire qui évaluait le stress, donc les facteurs qui sont significativement associés à une augmentation des scores anxiété-dépression, c'est le stress académique. Donc dans le facteur stress académique, ça comprend tout ce qui est autour de l'organisation du travail, l'adaptation aux nouvelles méthodes de travail, les révisions, la quantité de travail, la gestion de l'échec aussi aux examens. Voilà, le sentiment de passer l'année supérieure sans avoir le niveau qui était attendu. Et puis le deuxième facteur qui ressort significativement, c'est le sentiment de solitude. Donc voilà, cette espèce d'idée d'être anonyme parmi la foule, dans la fac, avec des amis, une famille qui sont éloignés, ne connaître personne. Voilà. Donc les actions en cours, on en a aussi pas mal parlé tout à l'heure, donc je vais aussi aller très vite. La CAE, le BIP, donc qui vient de naître. Le coaching pré-ECN aussi qui tend à se pérenniser et surtout à s'étendre à l'ensemble des externes parce que proposer ce coaching-là uniquement en 6e année, ça venait peut-être un petit peu tard. Donc ce coaching, il propose différentes activités pour gérer son stress. Donc méditation de pleine conscience, il y avait des techniques de micro-sieste, il y avait de l'hypnose, il y avait une activité physique aussi, enfin tout un tas de choses qui ont été proposées. Et effectivement, proposer ce type d'accompagnement-là en 6e année, c'était peut-être c'est peut-être intéressant de le proposer plus tôt pour que les étudiants l'intègrent dans leur mode de vie avant le CN. Donc notre enquête, elle nous a permis de proposer des axes d'amélioration, on va dire. Le premier axe qui ressortait, c'était d'abord de réorganiser les services et de renforcer le compagnonnage. Donc ça peut passer par plein de choses. Protocoliser l'accueil et l'encadrement des étudiants en médecine en stage. On s'est vraiment rendu compte que c'était très inégal d'un stage à l'autre et puis que finalement l'idée d'avoir une espèce de fiche de poste qui
préciserait à l'externe ce qu'on attend de lui, les objectifs précisément de stage, une présentation tout simplement du service, de ce qu'on y fait, de comment ça se passe. Ça paraît essentiel, mais c'est pas pour autant toujours le cas, c'est pas toujours fait. Avoir un senior référent aussi sur le stage, un bilan de fin de stage qui soit systématisé. Est-ce que ce bilan il doit être fait en interservice? Il y avait pas mal de propositions qu'on a aussi travaillé avec les étudiants qui ont collaboré au groupe de travail. Voilà, tout un tas de propositions sur ce côté réorganiser les services et renforcer le compagnonnage. Le deuxième axe de proposition, c'était vraiment intégrer cette prévention des risques psychosociaux à la formation médicale. Donc la question des groupes BALINT. Les groupes BALINT, c'est des groupes de formation qui explorent différentes dimensions, surtout la dimension, la relation soignant-soigné. On parle un petit peu des difficultés dans la pratique. L'idée, c'est d'identifier aussi ses compétences, pouvoir aussi identifier les émotions que telle ou telle situation a provoquées, dans l'idée de développer ses capacités d'empathie, de compréhension, d'écoute, de diminuer son stress, de préserver le plaisir à exercer. Donc ces groupes BALINT, ça pourrait aussi être intéressant qu'ils soient proposés au niveau du deuxième cycle, parce que ça peut exister, mais souvent en fin de deuxième cycle, ou voire même en option plus tard, mais de le systématiser dans la formation initiale, ça pourrait être intéressant. Intégrer aussi des modules d'enseignement sur la gestion du stress. C'est des choses qui existent dans des facultés de médecine autour de chez nous, pas si loin que ça, en Belgique, au Québec, évidemment dans des pays qui sont un peu moteurs sur ces dimensions-là, mais ça pourrait également être une piste de travail intéressante pour nos étudiants. Également intégrer des modules d'enseignement sur la gestion des ressources humaines et le management, parce que finalement, quand on est dans un cursus universitaire, hospitalo-universitaire notamment, on n'est pas forcément sensibilisé à ces questions-là, on n'est pas forcément formé pour encadrer et être en situation d'encadrer les étudiants. C'est pas si facile que ça. Encadrer les étudiants, encadrer les internes, les CCA, c'est pas forcément une évidence et c'est complètement distinct des compétences purement académiques qu'on peut attendre d'un universitaire. Donc effectivement, ça pourrait être peut-être intéressant d'intégrer ça à la formation initiale. Et puis aussi à la formation continue, parce que ceux qui sont en place, ça pourrait être aussi intéressant qu'ils en bénéficient, notamment les jeunes seniors quand ils prennent leur fonction. Également, un point qui pourrait être intéressant, ça serait de pouvoir informer, voire même former sur le post-externat, tout au long de ce deuxième cycle, que cette question de l'orientation finalement dans l'internat, elle soit moins floue, elle soit plus discutée, on puisse avoir éventuellement des séances d'échange avec des seniors dans différentes spécialités, qu'il puisse y avoir des cours sur cette question de l'orientation. Aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent se faire, mais au cas par cas, quand on est confronté à un étudiant qui se pose beaucoup de questions, qui est en difficulté par rapport à ça. Donc peut-être qu'effectivement, ça serait intéressant de le faire avant même qu'on en soit à se poser toutes ces questions et que ce questionnement devienne une souffrance. Communiquer, sensibiliser, évidemment, autour de la problématique du mal-être et du burn-out pour essayer de supprimer cette culpabilisation qu'on peut ressentir en tant que futur soignant, cet isolement dans lequel on va s'inscrire, et puis renforcer la vigilance des pairs et des encadrants. C'est des facteurs évidemment qui peuvent permettre une détection plus précoce des fragilités psychiques et donc renforcer l'accès à une prise en charge rapide et optimale. Le troisième axe évidemment, c'est renforcer l'accès aux soins. Donc que ce soit via le SSU, puisque le SSU peut accueillir les internes, même si ce n'est pas une évidence pour les internes, mais on peut vous accueillir évidemment. Vous êtes inscrit à l'université. Le dispositif, bien sûr, SOS interne dont on parle aujourd'hui. Et puis, j'ai mis 3 petits points parce qu'il y a plein d'autres solutions. Après, on est bien confronté au quotidien à la difficulté de trouver des solutions, que ce soit en ville ou à l'hôpital, pour accueillir rapidement les situations de crise. Mais en mutualisant peut-être les pistes, on va y arriver. Voilà, donc ça c'était quelques exemples effectivement de facs de médecine qui ont mis en place des choses dans la formation initiale, dans les étudiants de deuxième cycle. Donc ça nous paraît un petit peu étonnant peut-être, mais dans tous les cas c'est des choses qui fonctionnent et dont on pourrait s'inspirer. Pour finir, voilà, simplement dire que
on parle ce soir de changements sociétaux qu'il faut peut-être aussi qu'on intègre tous et toutes à tous les niveaux. Cette notion, je pense, qui est essentielle et qui a un peu porté le travail depuis le début sur cette enquête, qui porte un peu la dynamique de la journée de cette soirée, c'est que évidemment pour être soignant, pour pouvoir prendre soin des autres, il faut avant tout prendre soin de soi, savoir prendre soin de soi, et dire à un moment que ça ne va pas, que là on n'arrive plus à faire face tout seul, c'est faire preuve d'une grande force, d'un grand courage, et c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut aussi pouvoir communiquer, parce que voilà, si on arrive à pouvoir aussi faire appel au moment où on en a besoin, encore une fois, ça favorise la prise en charge précoce et peut-être l'amélioration de la problématique. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alban Dansette. D'abord, je tiens à remercier l'AIT qui m'a proposé très sympathiquement de venir ce soir présenter mon travail de thèse. Thèse que j'ai réalisée sur l'année universitaire 2015-2016 et qui portait sur la santé mentale des externes des universités de Tours et de Paris 7, puisque c'était une étude qui était multicentrique. Donc, brièvement, je ne vais pas rentrer dans les détails méthodologiques, etc., parce que ça, c'est pas l'objet de ce soir et ça n'a vraiment pas d'intérêt. Mais on a créé un questionnaire basé sur d'autres questionnaires référencés, validés au niveau international, de façon à obtenir des chiffres sûrs et fiables, parmi lesquels certains qui ont déjà été exposés avant par Émilie, comme le HAD pour l'anxiété-dépression, le MBI pour le burn-out, etc. Certainement des questionnaires dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Et puis, on a également proposé aux externes certaines questions simples ou ouvertes concernant, par exemple, la sensation de qualité de vie, le travail des parents, leur mode de vie, comment ça se passait en stage, est-ce qu'ils avaient le sentiment d'avoir été éloignés de la médecine à cause de leur famille, de leurs amis à cause de la médecine, etc. Donc voilà, ce questionnaire très complet, le plus possible, pour avoir le plus de données possible, a été envoyé aux externes du DFACM1 au DFACM3 de Tours et de Paris 7. Ce soir, évidemment, je vais me limiter aux résultats concernant Tours. Donc on a eu un taux de réponse qui était, on s'y attendait pas, vraiment excellent, 539 répondants sur 882 externes, c'est plus de 60% d'externes qui ont répondu, donc ça donne des chiffres au final qui sont vraiment fiables, significativement et statistiquement fiables. Les principaux résultats sont les suivants. Les externes, dans leur très grande majorité, avaient le sentiment d'avoir été éloignés de leurs proches, de leur famille, à cause des études de médecine. La majorité également estimait que ça se passait pas bien en stage, n'étaient pas satisfaits de leur stage hospitalier. Il y a à peu près 45%, c'est-à-dire bon voilà, 1 sur 2 qui a eu une variation pondérale. C'est vrai qu'on a mis 2 kilos sur ce coup-là, on n'a pas été très très sympa parce que bon voilà, c'est 2 kilos, c'est pas grand-chose quand même. Mais bon, on peut quand même estimer que cette variation pondérale a concerné une personne sur 2. 16% sont fumeurs. 84% consomment de l'alcool régulièrement, et sur ces 84%, 9,2, c'est-à-dire près de 10%, 1 sur 10, est en probable alcoolodépendance. 6,4% consomment du cannabis, et c'est sur ces 6,4%-là, 70% ont une consommation suffisamment inquiétante qui relèverait et qui devrait relever d'une prise en charge spécialisée. Près de 10% ont également déclaré avoir déjà consommé au cours de leur externat des drogues dures. Et puis les stimulants, donc 24% ont déclaré en avoir pris. 37% ont déclaré avoir pris déjà des anxiolytiques ou en prennent, avoir pris ou en prennent en cours de l'étude. 26% des somnifères et 13% des antidépresseurs. Donc on voit déjà des chiffres ici qui sont déjà inquiétants. En ce qui concerne les résultats des principales pathologies qu'on a recherchées, c'est-à-dire l'anxiété, la dépression, le burn-out, la qualité de vie, troubles du sommeil, etc. Donc voilà une diapositive qui les résume très bien. L'anxiété, près de 40% des externes à Tours ont déclaré être anxieux. Près de 1 sur 10 a également déclaré avoir une
une dimension dépressive. Alors je m'exprime mal, c'est pas déclaré, c'est grâce au questionnaire référencé dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pas juste on leur a demandé es-tu dépressif ou non. Non, ça c'est le résultat évidemment d'avoir rempli correctement tous ces questionnaires sur lesquels on peut vraiment s'appuyer par rapport à la fiabilité des résultats. Donc 9,1%, c'est-à-dire près de 10%, ont une dimension dépressive. Près de 70% ont une dimension de burn-out. Comme le disait le professeur Eladj tout à l'heure, pour ceux qui ne savent pas, le burn-out est composé de 3 composantes principales. Lorsque on a ces 3 composantes-là, on est alors en burn-out sévère. Donc il y a 70% qui ont au moins une de ces 3 dimensions et 8,7% qui ont donc un burn-out sévère, c'est-à-dire les 3 dimensions évoquées précédemment. 26% ont des troubles psychosomatiques, 57% ont des troubles du sommeil, 35% ont ou estiment avoir une mauvaise qualité de vie. 63% ont déjà pensé ou pensent sérieusement à renoncer aux études de médecine à cause des difficultés qu'ils y rencontrent. Et enfin, des chiffres assez phares de la thèse, 21% ont ou ont eu des pensées suicidaires et 2,6% des externes ont déjà fait une tentative de suicide. Donc ce qui est intéressant, c'est de constater que ces chiffres-là sont à peu près similaires à ce qui a été retrouvé dans d'autres études, ce qui a pu être vu dans l'étude d'Émilie, ce qui a pu être vu au niveau national par l'étude de la NEMF. On voit que ce sont des travaux qui s'articulent les uns avec les autres et qui clairement rapportent des données qui sont franchement très similaires et inquiétantes et qui méritent vraiment qu'on se penche dessus de façon à essayer d'améliorer la question de la santé des étudiants en médecine. Petit point rapide également, ça a été exposé par Émilie dans son étude, mais dans notre étude également, on a recherché les facteurs associés, pas à tous les thèmes parce que ça aurait été beaucoup trop complexe, mais en particulier à l'anxiété, à la dépression, au burn-out, à la qualité de vie, à l'envie d'arrêter les études de médecine, aux tentatives de suicide et aux envies suicidaires. Ces principaux facteurs associés sont la mauvaise satisfaction en stage, l'éloignement des proches par la médecine, l'isolement comme présenté dans le travail d'Émilie et sortir peu, avoir peu de soutien de la part de son entourage, être d'un âge plus avancé que le reste de ses co-externes, être une femme, avoir eu ou avoir au cours de son externat des variations pondérales et être fumeur. Mot extrêmement rapide en ce qui concerne Paris 7. Ce qui était très intéressant dans notre comparatif entre les deux lieux, on a pu constater que les chiffres étaient exactement pareils à Paris 7. Donc c'est pas une problématique qui concerne que Tours, c'est évidemment une problématique déjà sur 2 sites. Et puis ensuite, c'est évidemment une problématique au niveau national, comme ça a été montré par la NEMF. Pour faire simple, j'ai parlé des externes ce soir, bien que ce ne soit pas le sujet premier de la soirée qui concerne surtout SOS interne, mais après tous les externes sont juste les internes de demain, et puis aussi les médecins de demain. Peut-être qu'un jour SOS interne aussi étendra sa structure pour accueillir des externes, peut-être que c'est déjà fait, je ne sais pas, mais bon, peut-être ça pourrait être une bonne idée. Ouais, vous verrez ça. Donc, bon, en tout cas, le travail que j'ai réalisé, comme les autres travaux qui ont déjà été réalisés sur ce sujet, objective clairement une grande souffrance de la part des externes à Tours et à Paris 7. Je veux parler de Tours, évidemment, devant vous ce soir. C'est un sujet qui est évidemment très préoccupant puisque c'est la santé de centaines de jeunes. C'est des gens qui sont dans la vingtaine et qui sont en réelle souffrance. Et au-delà d'être des jeunes, c'est en plus des consoeurs et des confrères à nous. Donc, raison encore plus de s'en occuper. C'est un sujet qui est réellement d'actualité et qui permet enfin de délier un petit peu les langues et puis d'avoir l'opportunité de parler de cette souffrance que certains rencontrent dans le cadre de leurs études de médecine et qu'il est toujours intéressant de verbaliser et pour lesquelles, évidemment, trouver des solutions est primordial. J'étends un petit peu le débat puisque en fait la question moi que je me pose toujours en filigrane et que j'ai posée lors de ma soutenance de thèse aussi, c'est que c'est non seulement une question qui concerne les instances hospitalo-universitaires et les politiques pour qu'ils prennent des actions, des décisions assez rapides et fortes. Ça concerne également nous tous avec la création de structures comme SOS interne, comme le bureau interface professeur-étudiant, comme d'autres choses qui doivent être créées. Il y en a des centaines et je pense que ça peut être extrêmement
voilà, très intéressant de s'épanouir dans cette problématique-là. Mais avant toute chose, voilà, il faut, je pense, penser que au bout de la chaîne, il y a toujours le patient. Et quels soins pourra-t-on réellement offrir à la population ultérieurement si jamais le système, la faculté, entre nous, bref, nous produisons des futurs professionnels de santé qui sont abîmés avant même d'avoir quitté les bancs de la fac et qui seront peut-être moins enclins de pouvoir soigner avec tout leur bien-être. Et comme le disait le professeur Elage tout à l'heure, pour être un bon soignant, il faut avoir plusieurs dimensions, et en particulier être heureux et épanoui dans son travail. Si, dès le début, on ne l'est pas, ça risque de poser un problème réel ultérieurement. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vous remercie.